et on va commencer, Inch'Allah. Alors, du coup, hop. Donc, tout d'abord, salam alaikum, bienvenue et merci pour votre présence. Alors, je vais prendre un petit temps pour me présenter brièvement. Moi, c'est Mariam Okba, je suis psychologue clinicienne, mais également diététicienne. Pour mon parcours, avant d'être psychologue, donc j'étais diététicienne et c'est la diététique qui m'a amenée à la psychologie. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien étroit entre le comportement alimentaire et la psychologie. Donc, j'ai décidé de poursuivre des études en psychologie. Voilà. Et donc, la thématique du jour, ça va être donc l'alimentation et les émotions. Donc, n'hésitez pas tout au long de la conférence à poser vos questions via la boîte de conversation. Et à la fin de la conférence, j'y viendrai pour essayer d'y répondre, Inch'Allah. Voilà. Alors, il faut savoir que donc, l'être humain, c'est un être humain qui est fondamentalement émotionnel. Donc, il y a un auteur contemporain qui écrit, donc Édouard Louis, l'homme pleure tout le temps. Un homme à son paroxysme est un homme qui pleure. Donc, les larmes, que ce soit pleurer de joie, de tristesse, certes, on pleure plus souvent de tristesse que de joie, mais c'est quelque chose de tout à fait normal et d'adaptatif. Faut savoir que l'être humain, c'est la seule espèce qui pleure pour se soulager, qui pleure pour extérioriser une émotion. Il faut aller vérifier de vous-même. Il n'y a pas d'autre espèce humaine espèce animale, il n'y a qu'une seule espèce humaine, espèce animale qui pleure pour ces raisons-là. Voilà. Et bien souvent, dans notre culture, éducation, on va avoir tendance à avoir honte, à s'en cacher ou à retenir ses émotions ou en l'occurrence ses larmes. Or, c'est quelque chose qui est très répandu et qui touche tout le monde, notamment si on regarde un peu les plus grands de ce monde ou les leaders de ce monde, comme par exemple ici, on a alors, hop, Barack Obama, qui est en proie à l'émotion au cours d'un discours voilà, chargé en émotion, il se laisse aller et on le voit pleurer. Alors concernant Barack Obama, disons que ça ne nous étonne pas trop parce que parmi les leaders, c'est quand même une personne qui est classée, je dis bien entre guillemets, parmi les tendres, les leaders sensibles. Donc, en soi, ce n'est pas très étonnant. Mais on peut aussi voir un Vladimir Poutine, voilà, plus, disons, avec une personnalité un peu plus rigide et moins sensible, qui pleure, tout simplement. Donc, pour vous montrer, là encore une fois, que tout le monde pleure et c'est quelque chose de tout à fait adaptatif. Là, c'était dans le milieu politique, mais on observe aussi ça dans d'autres milieux, notamment au niveau du sport, avec un Mike Tyson, voilà, multiple champion du monde de boxe et qui est aussi pris par l'émotion. Alors, cette diapo, elle est là pour vous montrer qu'il est normal de pleurer, qu'il est normal d'avoir des émotions et qu'il ne faut pas s'en priver, il ne faut pas se culpabiliser. Souvent, moi, ce que je vois en consultation, j'ai des patients, parce que j'ai oublié de le préciser au départ, mais je consulte en cabinet libéral dans une maison de santé. J'ai des patients qui quand ils pleurent, ils s'excusent, ils me disent ah, « je suis désolée, excusez-moi de pleurer », limite ils se cachent, ils essayent de refouler. C'est comme s'il y avait une forme de tabou ou une forme de non-acceptation de l'émotion. Alors que pas du tout, au contraire, il faut laisser exprimer tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une émotion? Donc, une émotion, c'est déjà, il faut savoir qu'il y a 6 émotions de base, donc que sont la peur, la joie, la surprise, la colère, le dégoût et la tristesse. Et d'un point de vue étymologique, l'émotion, ça vient de motion, qui signifie mouvement, et de et, qui vient de. Donc, les émotions, c'est l'ensemble des mouvements qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur du corps. Voilà. Il faut savoir qu'à tout temps, à tout moment,
il y a un ensemble de mouvements qui se passent en nous. Là, par exemple, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train d'observer les diapos. Eh bien, sachez qu'il y a tout un tas de mouvements qui s'opèrent à l'intérieur et à l'extérieur de vous et que votre cerveau analyse tout ça. Et vous avez aussi tout un tas d'émotions. Mais la plupart du temps, on n'en est pas conscient et finalement, on est à côté un peu de ces émotions. Donc, il y a Antonio Damasio, qui est un neurobiologique, qui nous propose une définition de l'émotion. Et pour lui, donc, c'est la série des changements qui se produisent dans le corps et le cerveau. Voilà, lorsqu'il y a un événement qui se produit. Et il va distinguer donc l'émotion du sentiment. Alors, cette distinction, elle va être primordiale et indispensable, notamment dans le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, à savoir l'alimentation. En fait, les sentiments, pour lui, c'est la perception de ces changements. Donc, c'est la prise de conscience du fait qu'on ait des émotions, des variations d'humeur à l'intérieur de soi. Voilà. Et dans la plupart du temps, vous comme moi, on n'est pas du tout conscient de ce qui se passe en nous. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va venir caractériser les émotions? Alors, une émotion, c'est un message bien précis sur notre équilibre intérieur et ça indique dans quelle mesure nos besoins sont remplis ou non. Voilà, il faut savoir que lorsque nos besoins ne sont pas comblés correctement, il va y avoir des émotions qui vont un petit peu euh, justement se manifester pour qu'on puisse être davantage à l'écoute. Et comme je viens de vous l'expliquer, donc ce sont des signaux d'alarme, un petit peu comme, vous voyez, dans une voiture, quand il y a un voyant lumineux sur le tableau de bord, euh, c'est qu'il y a quelque chose, il y a sûrement une anomalie. Eh bien, l'émotion, ça a la même fonction au niveau du corps. Ça nous envoie des signaux pour nous dire qu'il y a un besoin, il y a quelque chose auquel il va falloir répondre. Et donc, vous l'aurez compris, les émotions négatives, elles sont utiles parce que ça va nous orienter vers des comportements, vers des choix, vers des actions qui vont venir répondre à ces besoins, à savoir, ça peut être la recherche de réconfort, ça peut être la protection, ça peut être le fait de combler un manque ou autre chose. Voilà. Alors, ça a une durée limitée. Donc, en règle générale, ça dure quelques secondes à quelques minutes. Je vous ai mis juste à côté la durée de vie d'une émotion. Et donc, ça prend une forme de courbe de Gauss avec une phase ascendante puis descendante. Alors, c'est très important d'avoir cette notion en tête parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, vous allez le voir dans la diapo d'après, une émotion, c'est très bref, c'est très court. Voilà. Ensuite, ça s'accompagne donc de manifestations corporelles. Ça peut être des tensions musculaires ou un relâchement musculaire. Ça peut être une accélération du rythme cardiaque ou respiratoire. Et ces modifications corporelles, en fait, elles vont changer en fonction des individus et en fonction de l'émotion qu'il va ressentir. Voilà. Et il faut savoir enfin que les ressentis et expressions émotionnelles, ça dépend de la personnalité, de l'éducation et de la culture. Voilà, en fonction de notre personnalité, de la manière dont on a été éduqué sur le fait d'extérioriser ou non nos émotions d'une certaine façon, mais aussi la culture va faire qu'on va exprimer ou non, ou ressentir ou non de telle et telle façon les émotions qui nous traversent. Voilà. Alors, quelques fausses croyances autour des émotions qui peuvent nous induire en erreur. Et donc, si je suis induite en erreur, je serai aussi induite en erreur dans la manière de gérer mes émotions. Donc, ce sont des fausses croyances de base. Il y en a une multitude que j'entends, notamment au cabinet. Mais là, je vous ai mis l'essentiel de ce qu'on peut entendre. Alors, ressentir des émotions, ça signifie que l'on est faible. Ça, c'est assez typique. Et c'est une croyance qui est renforcée par la société, par l'idée aussi que quand on est fort, on ne pleure pas. Quand on est fort, voilà, on n'a pas d'émotion, du moins, on n'extériorise pas, on garde tout pour soi. En fait, ressentir des émotions, c'est normal, c'est tout à fait adaptatif et ça permet de réguler
les tensions, les pressions, tout ce qu'on perçoit de l'intérieur ou de l'extérieur du corps. Voilà. On a ensuite, les émotions peuvent augmenter de plus en plus et nous mettre en danger avec un risque de dépression, de devenir fou, de faire un malaise, etc. Alors là encore, c'est faux. Comme je vous l'ai montré dans la diapo juste avant, l'émotion dure quelques minutes. Voilà, grand maximum quelques minutes. En général, c'est quelques secondes. Et ça vient, ça peut repartir, puis revenir. Ce qui se passe, c'est que, parce que j'ai beaucoup de patients qui ont peur d'être envahis par leurs émotions au point de ne pas réussir à gérer et d'être complètement engloutis par l'émotion et ils pensent que ça va monter, monter, monter à l'infini. Alors ça, c'est pas possible. Par contre, la sensation qui donne raison à cette fausse croyance, c'est surtout le fait que lorsqu'on a une émotion, on va, dans la plupart du temps, déployer des stratégies d'évitement, des stratégies pour ne pas la ressentir, pour ne pas y prêter attention. Et c'est l'ensemble de ces stratégies-là et les conséquences qui en découlent qui va faire que ça va être néfaste. Voilà. Si j'ai besoin d'extérioriser, si j'ai besoin de pleurer, de rire, de parler, d'exprimer ma colère, ma tristesse, et que je refoule et que je me retiens, eh bien, ça aura des conséquences négatives. Et c'est ces conséquences négatives qui risquent d'être pathologiques sur le long terme, non pas l'émotion en elle-même. L'émotion, c'est juste un signal d'alarme, un voyant. Voilà. Et c'est, comme je vous le disais, hein, par rapport au voyant, ce n'est pas le fait que ça s'allume qui est dangereux, mais c'est le fait de ne pas le voir ou de ne pas agir lorsque ça s'allume. On a ensuite... Hop. Il est important de contrôler le plus possible ses émotions. Là encore, c'est faux. Ce qui est surtout important, c'est de les exprimer, de les laisser sortir, de les accueillir aussi, pour éviter d'être dans quelque chose où on va refouler, où on va emmagasiner. Et voilà. Il y a un principe aussi en psychologie qui dit que ce qu'on évite, eh bien, on va le retrouver en plus forte intensité plus tard. Donc, l'évitement, c'est une stratégie de défense qui est superbe sur le court terme, mais sur le long terme, ça va faire qu'accentuer la problématique. Donc, en général, là où il y a de la lutte, là où on évite, c'est pas très bon. Donc, il faut se confronter à la réalité, il faut s'exposer et tout simplement accueillir l'émotion. Et enfin, prêter attention à ses émotions, c'est s'apitoyer sur soi-même. Non, c'est simplement prendre soin de soi, être bienveillant envers soi, et ça s'inscrit dans le bien-être. Voilà, et on mérite tous de se sentir bien, donc on mérite un peu d'attention orientée vers soi, et c'est normal. Alors, une émotion, à quoi ça sert? Donc, si vous avez suivi, normalement, derrière chaque émotion découle un besoin. Donc là, je vous ai pris un petit tableau qui récapitule un petit peu. Alors, c'est pas exhaustif, hein, c'est juste des exemples. Par exemple, pour la peur, il y aura un facteur déclenchant qui peut être une menace quelconque. Et donc, le comportement que je vais adopter, ça va être la fuite pour pouvoir me protéger, être en sécurité. Voilà. Pareil pour la colère. Je peux être en chemin et rencontrer un obstacle ou avoir une idée et être confrontée à une personne qui s'y oppose. Et donc, par défense, je vais vouloir contre-attaquer et pour pouvoir avancer dans mon idée. Et là, je suis peut-être à la recherche de liberté d'expression ou de justice, enfin, peu importe, il y aura forcément un besoin, encore une fois. La tristesse, qui peut être déclenchée, par exemple, par une peur, une perte. Et là, en l'occurrence, le comportement adopté, c'est le repli sur soi. En fait, le repli sur soi, ça va indiquer aux autres qu'on ne va pas bien. Ça va envoyer inconsciemment un message de besoin d'attention, de réconfort et de soutien. Voilà. On a ensuite le dégoût, qui, là, est une émotion qui s'inscrit pleinement dans notre sujet. En fait, en règle générale, le dégoût est déclenché par une aversion et on s'aperçoit que naturellement, il n'y a pas de produit, je dis bien naturellement, dans la nature sucrée, non transformé,
euh, qui est dangereux. Voilà. En revanche, en ce qui concerne les produits amers, acides, peuvent être dangereux et donc c'est pour ça que ça génère du dégoût et donc un sentiment d'aversion. Comportement va être le rejet pour pouvoir me protéger. Voilà. De même pour la surprise qui peut être déclenchée par quelque chose d'inattendu. Je vais sursauter, je vais essayer de me rassurer. Et enfin, pour les émotions positives comme la joie, donc là, je vais peut-être avoir un comportement d'approche où je vais m'approcher de la situation et avoir un besoin de partage. Voilà. Donc, ce qui est important sur cette diapo, c'est surtout de voir que derrière chaque émotion, il y a un besoin. Et que tant que le besoin n'est pas comblé, n'est pas rempli, eh bien, l'émotion, elle va persister. Et il y a des personnes qui renferment des émotions comme ça sur des années et des années, parce que sur des années et des années, elles sont à côté de leurs besoins, elles sont à côté de ce qui est important pour elles, et elles ne vont pas combler ce manque. Voilà. Alors, là, il s'agit d'une matrice qu'on utilise en thérapie d'acceptation et d'engagement. Je vous en dirai un peu plus en fin de conférence concernant cette thérapie. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Face à une situation, on va avoir tendance soit à s'éloigner, soit à s'approcher de ce qui est important pour soi. Voilà. Et l'idée étant, lorsque vous faites une action, alors ça va être très important par rapport au comportement alimentaire, lorsque vous faites une action, posez-vous la question de est-ce que ce que je suis en train de faire là, maintenant, est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que ça répond à mes besoins, à mes valeurs? Ou est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui est complètement à côté? Voilà. Ça va être très important de se poser ce type de questions parce que bien souvent, on va faire les choses et être à côté de ses besoins. Voilà. Je vous donne un exemple. Je rentre chez moi après le travail et je vais avoir tendance, je suis un petit peu fatiguée, un petit peu irritée par la journée, le stress, et je vais avoir tendance à aller sur les réseaux ou aller sur Instagram. Est-ce que c'est bien ou pas bien? En fait, ça peut être ni l'un ni l'autre. Tout va dépendre de est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est important pour moi? Est-ce que ça répond à mes valeurs? Ou est-ce que je suis en train de fuir un besoin, une émotion? Si, par exemple, je sais qu'à ce moment-là, il y a un super live Instagram sur un sujet qui m'intéresse d'une collègue et ça va être génial, là, je suis dans quelque chose qui est important pour moi et dans un comportement qui va me permettre de me rapprocher de mes valeurs. Si au contraire, j'y vais pour simplement scroller, comme on dit, faire défiler le fil d'actualité et être complètement à côté de mon émotion, un petit peu anesthésier les émotions négatives, là, je suis dans quelque chose où je n'écoute pas mes besoins, où je m'éloigne de ce qui est important pour moi. Voilà. Donc, faites un test avec toutes vos actions. Là, après cette conférence, posez-vous la question dans ce que vous allez entreprendre, mettre en place dans les heures qui vont suivre, dans les jours qui vont suivre. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça rentre en phase avec mes valeurs ou est-ce que je réponds à d'autres besoins? Bien sûr, il faut être réaliste, hein. Dans la vie, il y a un lot de contraintes, donc on ne fait pas toujours tout le temps ce qu'on veut et on n'est pas toujours très en phase par moment avec nos valeurs. Mais il est quand même important de faire en sorte qu'il y ait autant, enfin, voire plus d'activités et d'actions qui rentrent dans quelque chose qui est important pour moi et qui s'inscrit dans mes valeurs. Voilà, en termes de proportion, il faut faire attention à ça. Sinon, on bascule dans une vie inconfortable, dans un manque d'épanouissement, et ça peut entraîner des maladies psychologiques comme de l'anxiété, de la dépression, un mal-être permanent, etc. Alors, ensuite, là, je vais vous faire un petit topo sur un peu de neurobiologie. Ça va être assez bref, mais il me semble que c'est important quand même de voir ce qui se passe au niveau du cerveau lorsqu'on on analyse les situations, lorsqu'on fait face à diverses situations. Donc, il faut savoir que
de manière générale, alors ce n'est pas aussi dichotomique, mais c'est ce qui se passe dans les grandes lignes. Lorsqu'on traverse une situation, le cerveau va avoir tendance à les classer en deux catégories. Soit dans quelque chose d'aversif, de dangereux, soit dans quelque chose de plutôt plaisant, agréable. Et à ce niveau-là, on va avoir donc une zone au niveau du cerveau qui est l'amygdale, donc c'est la zone des émotions, qui va être en lien avec le système de récompense, le circuit de récompense qu'on voit avec les flèches bleues, là juste à côté. Et ce circuit de récompense va sécréter de la dopamine. C'est une hormone du plaisir, du bien-être. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi le système dopaminergique. Et donc, quand il y a un événement, il y a un lien donc, entre la situation, l'émotion et le système de récompense. Il y a un apprentissage qui s'opère. Je vais vous donner un exemple très concret, comme ça va être plus factuel et plus simple à intégrer comme notion. Mettons qu'il y a un petit enfant qui tombe par terre et qui se fait mal et qui pleure ou voilà, qui exprime une détresse. Alors, il peut y avoir sa mère qui accourt à lui et qui le prend dans ses bras, qui le réconforte et qui lui dit c'est rien, mon petit, tu grandiras, tu oublieras. Là, bon, bah, sécrétion de dopamine liée au réconfort, au câlin, et tout va bien, et il repart tranquillement. Ok, mais ce n'est pas toujours le cas. Il se peut également que la maman ne réagisse pas du tout comme ça et que, au contraire, elle lui dit bah, je t'avais dit de faire attention, tu ne m'as pas écouté, tu es parti sur un chemin dangereux où tu n'as pas mis ton casque, ça t'apprendra, voilà. Donc là, il y a un petit apprentissage qui se fait. Ce n'est pas ma mère qui me réconforte. Et au loin, par exemple, il peut y avoir, je sais pas, par exemple, la grand-mère qui observe la scène et qui va aller réconforter l'enfant avec un petit bonbon, une petite sucrerie, une gourmandise. Et là, il y a un apprentissage qui va s'opérer. L'enfant va intégrer le fait que ce n'est pas toujours l'être humain qui va venir me réconforter, ça peut être aussi une sucrerie, quelque chose lié à l'alimentation et qui va pouvoir m'apaiser. Donc, il y a un apprentissage et c'est l'ensemble de ces apprentissages, de ces conditionnements qui va faire qu'on va avoir un rapport à l'alimentation bien spécifique. Voilà. Et ça va commencer dès le plus jeune âge, des tout petits. Et donc, c'est notre diapo d'après. Donc, comme je vous le disais, donc manger, c'est un acte qui a une forte valeur émotionnelle. Et si on prête attention à ça, finalement, quand est-ce qu'on mange pour la première fois? Voilà. Pour la première fois, lorsque tout va bien, et dans la majorité des cas, on mange pour la première fois juste après notre naissance. Voilà. Et donc, peu importe que ce soit via l'allaitement ou le biberon, en règle générale, l'enfant est pris dans les bras de sa mère et va être soit allaité, soit mis au biberon quelques minutes après l'accouchement. L'accouchement, c'est une situation qui est très, très, très chargée émotionnellement et pour la maman, qui a subi de longues heures voilà, de patience en passant par différentes émotions, de difficultés, de souffrances, mais également c'est chargé en émotions pour le bébé, étant donné qu'il va passer d'un milieu liquide à un milieu oxygéné. Donc voilà, c'est un événement assez stressant émotionnellement parlant. Et là, tout de suite, ce qu'on va faire, le réconfort, va être retrouvé dans les bras de la mère avec une association avec le lait qui comporte du lactose, le lactose qui est un sucre et qui va venir apaiser l'enfant. C'est ce qu'on appelle communément cette fameuse tétée de bienvenue qui va venir, elle n'est pas tant là pour nourrir absolument l'enfant parce que voilà, il n'a pas besoin dans les minutes absolument d'énergie, mais ça va être surtout pour rassurer la maman et rassurer l'enfant. Voilà. Et ça, on va le retrouver tout au long de notre vie et notamment lorsqu'on va avoir des événements chargés en émotions, comme par exemple
les anniversaires, voilà, chaque année, autour d'un bon gâteau, également de boissons. En général, c'est plutôt du sucré. On va fêter cet événement. Là, très récemment, il y avait la fête d'El Aïd, où je pense que pour la plupart des personnes qui l'ont fêté, c'était autour de repas, de sucreries, de gâteaux. Donc, un événement chargé en émotions, associé à l'alimentation, encore une fois, et de manière générale, les réunions de famille, les événements joyeux se passent autour d'un repas. Voilà. Donc là, vous l'aurez compris, il y a un lien très étroit entre l'alimentation et l'émotion. Et dans toutes ces situations, et notamment la première, on voit qu'il est tout à fait normal de se réconforter avec l'alimentation. C'est quelque chose qui est adaptatif, qui n'est pas pathologique. Ça, je le dis pour toutes les personnes qui auraient tendance à culpabiliser de vouloir absolument manger quand elles ne sont pas bien. C'est quelque chose qu'on apprend dans les premières minutes de notre vie. Donc, c'est tout à fait normal et adaptatif. Voilà. Alors, il y a un auteur qui illustre bien cette étroite relation entre l'alimentation et l'émotion. Je pense que vous connaissez tous cette fameuse Madeleine de Proust. Voilà, donc dans son ouvrage À la recherche du temps perdu, il explique à quel point le fait de croquer dans une madeleine, ça le ramenait à des souvenirs d'enfance très intenses, à une réminiscence qui est très forte pour lui, et il le décrit très très bien. Voilà, donc c'est quelque chose de tout temps. Son ouvrage, il date du début du XXe siècle, fin 19e, XXe siècle. C'était déjà là, c'était déjà très présent. Donc c'est quelque chose qui est intemporel et assez universel. Alors, à quoi ça sert de manger? Savoir que manger, ça remplit trois fonctions. En premier lieu, il va avoir cette fonction d'équilibre, de maintien d'une certaine homéostasie au niveau du corps, donc entre les apports énergétiques via les nutriments, les vitamines, les minéraux. Donc ça, c'est une notion qui est indispensable pour tout le monde, mais également une fonction de plaisir, une fonction hédonique qu'il ne faut surtout pas négliger. Si vous mangez sans plaisir, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il faut se demander ce qui se passe. Et c'est surtout qu'il y a un rapport à l'alimentation qui n'est pas sain, pas adapté. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui mangent pour manger ou qui mangent pour la première fonction qui est cette recherche d'équilibre, cette recherche d'apport en nutriments, et ça s'arrête là. Non, il faut se faire plaisir quand on mange, ça c'est important. Et peu importe que vous soyez au régime, que vous soyez allergique, intolérant à certaines molécules, enfin peu importe, il faut conserver cette notion de plaisir. Et ça, c'est très important. Et en troisième fonction, on a aussi, manger, ça s'inscrit dans une symbolique au niveau culturel. Ça implique cette notion de partage, ça a une fonction de sociabilité également. Et on s'aperçoit dans les études, alors ce n'est pas systématique, mais c'est un facteur précipitant, que les personnes qui mangent très souvent seules sont plus à risque aussi de développer des troubles du comportement alimentaire. Voilà. Alors, il est important de distinguer ce que j'appelle la faim physiologique et la faim émotionnelle. Alors, la faim physiologique, c'est pas si évident que ça de faire la distinction entre les deux, parce que ça s'inscrit dans quelque chose d'automatique. Alors, pour la plupart d'entre nous, on mange par automatisme. On mange parce que c'est l'heure de manger, on mange parce que c'est notre pause, on mange parce qu'il faut faire vite, parce qu'on a du travail derrière, on mange parce que c'est là, c'est posé là, donc je mange. Et on va rarement se poser la question de est-ce que j'ai réellement faim, est-ce que c'est le bon moment pour moi d'aller manger. Voilà. Donc, ça semble tellement basique, mais en même temps, la plupart d'entre nous, on ne prête pas du tout attention. Je vous ai mis là les signaux de base concernant la faim physiologique. Donc,
vais avoir une sensation de gorge serrée, un creux à l'estomac, des gargouillis dans le ventre. Il peut y avoir également une légère fatigue, une baisse d'attention et parfois une sensation de froid accompagnée d'irritabilité et de nervosité. Voilà. Ça, c'est les signaux de la petite et moyenne faim. Parce qu'il y a trois stades plutôt de la faim, petite, moyenne et grande faim. La grande faim, on est dans quelque chose d'un peu, en termes de symptomatologie, quelque chose de plus intense que ça, qui ça peut amener jusqu'au malaise et un mal-être physique assez important. Voilà. Donc, être attentif à ces signaux. Et lorsque c'est le cas, eh bien, c'est bien de la faim physiologique. Donc, je vais m'arrêter et je vais aller manger. Voilà. Concernant la faim émotionnelle, là, bah, vous l'aurez compris, elle est induite par des émotions. Et ce qui va me pousser à manger, ce n'est pas le fait que j'ai une baisse d'énergie, que j'ai plus suffisamment de nutriments, de vitamines en moi, mais ça va être davantage mes émotions sur le moment. Ça, je vais le développer plus précisément dans la diapo d'après. Alors, c'est important de distinguer ce que j'appelle donc les envies de manger émotionnelles des compulsions alimentaires. Alors, si vous avez bien retenu, l'envie de manger émotionnelle, donc le fait de rechercher un réconfort alimentaire, c'est quelque chose de tout à fait normal, adaptatif, qui fait partie du comportement humain. D'aller chercher du plaisir via l'alimentation aussi, c'est quelque chose de normal. Maintenant, là où ça peut être pathologique, c'est lorsque ça tombe dans la compulsion, dans quelque chose de non contrôlable et qui va venir nous envahir complètement. Alors, pour ce qui est des envies de manger émotionnelles et des compulsions alimentaires, ça va commencer de la même façon. En règle générale, on va avoir une faiblesse, une humeur un petit peu négative qui nous traverse, des sensations, des ressentis et des émotions négatives. Et là, il va avoir un besoin de manger, un besoin de se mettre quelque chose sous la dent. Donc, ça peut être manger 1, 2 ou 3 carrés de chocolat. Là, il n'y a pas de problème. Je commence à déguster. Là, je suis dans l'envie de manger émotionnelle. Donc, je déguste, j'ai besoin de réconfort, je mange, je suis en pleine conscience de ce que je mange. Et petit à petit, je ressens des émotions positives, ça m'apaise, ça me fait du bien, je prends le temps de déguster et j'atteins une régulation de mon humeur petit à petit. Donc, je vous ai mis un peu les caractéristiques ici. Voilà, dans l'envie de manger émotionnelle, il y a un rétablissement de l'humeur progressif. C'est peu calorique puisque finalement, il m'en faut très peu pour me réconforter. Ça génère des émotions positives et il y a une acceptation donc, de l'émotion, de ce qui me traverse. Voilà, je suis à l'écoute de mon corps, de mes besoins. Il n'y a pas d'incidence sur le poids étant donné que voilà, c'est des quantités très, très raisonnables et j'obtiens un réconfort alimentaire. Voilà. À la différence des compulsions, où là, ça va commencer pareil. J'ai une baisse d'attention, une faiblesse, une irritabilité, des émotions négatives que j'ai envie d'évacuer, de réconforter. Et là, tout de suite, je vais avoir des idées restrictives qui vont venir me bloquer dans cette envie de manger où je vais avoir des pensées comme oui, mais c'est pas bien de manger ça, ou le chocolat c'est calorique, ou tu fais que de manger. En fait, je vais avoir ce qu'on appelle de la restriction cognitive. Et donc, à ce moment-là, hop, ce que je voulais obtenir, donc me rassurer, me faire du bien à travers l'alimentation, bah, finalement, je ne l'obtiens pas du tout. Au contraire, j'ai une dégradation de l'humeur parce que non seulement je vais manger, mais en plus, je vais me culpabiliser d'avoir mangé. Je vais me dire, mais j'aurais pas dû manger ça, c'est n'importe quoi. Et finalement, j'étais pas bien de base, mais là, je suis plus que pas bien parce que je culpabilise et je n'obtiens pas ce que je veux. En règle générale, on ne se contente pas de 2-3 carrés de chocolat, on va peut-être manger la tablette, voire plus. Donc, on est dans quelque chose de complètement compulsif qui ne va pas être maîtrisé
et qui va nous dépasser. Il y a un besoin urgent, immédiat, et on n'est pas du tout dans la pleine conscience de ce qu'on mange, dans la dégustation. On est vraiment dans ce besoin absolu de compenser. Donc, forcément, ça génère des émotions négatives. Et tout ça est lié à la restriction cognitive, que je vais vous détailler tout de suite après. Mais restriction, c'est le fait de se priver, et cognitive, c'est penser. Donc, c'est au niveau des pensées, je vais avoir des idées qui vont venir me priver et entacher le rapport que je vais avoir à l'alimentation. Voilà. En règle générale, c'est assez favorable à la prise de poids, étant donné que bah, je vais manger des quantités caloriques qui vont être plus importantes. Et en termes de résultats, on est dans ce qu'on appelle le trouble du réconfort, avec une forme de dépendance alimentaire. Parce que bien souvent, pour se sentir bien, euh, enfin, finalement, on n'arrive jamais à se sentir bien dans ce mécanisme-là. Et ce qui va nous arrêter, c'est surtout cette sensation d'être gavé, rempli, limite un écœurement. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans ce cercle vicieux où on va se gaver, se culpabiliser, se priver et ainsi de suite. Voilà. Alors, en ce qui concerne donc la restriction cognitive, c'est un concept en psychologie qui stipule qu'il y ait un contrôle volontaire et conscient de vouloir, de contrôler son alimentation dans le but de ne pas prendre de poids ou dans le but de maigrir. Voilà, tout simplement. Et donc, il va y avoir tout un tas de pensées, de cognitions qui vont venir un petit peu euh, entacher notre rapport à l'alimentation. Donc, je vous ai un petit peu illustré le cercle vicieux de la restriction cognitive à travers ce schéma. Donc, c'est un exemple très concret. Quand on est dans la restriction, on se dit qu'on doit garder le contrôle sur son poids, on doit garder le contrôle sur son alimentation. Ça va générer des obsessions. Alors, l'obsession, savoir que ça vient du latin qui veut dire obsessios. Voilà, obsessos, ça veut dire assiéger. Assiéger. Et l'obsession, c'est ni plus ni moins qu'une pensée qui vient assiéger l'esprit. Donc, c'est une pensée qui est là, qui ne va pas partir et qui va, comme on dit, nous prendre la tête pendant des heures et des heures, des jours et des jours, parfois des mois. Et ça va rester comme ça. Et là, en l'occurrence, ça va être je ne dois pas manger autant, je dois faire attention, etc. Qui dit obsession dit lutte. Je vais lutter contre ça parce que c'est clairement pas agréable d'être en proie à cette obsession. Et forcément, je vais faire que de penser à la nourriture. Et je vais pas pouvoir m'en empêcher, je vais faire que de penser à ça. Si je fais que d'y penser, tôt ou tard, donc à force, ça va générer une frustration qui va être très importante. Et cette frustration, elle va être décompensée par une compulsion. Donc, compulsion, je suis à un événement où je passe par la cuisine et il y a de quoi manger et c'est très tentant, c'est à portée de main. Bon, voilà, j'en peux plus. La frustration qui s'exprime, je passe devant, je me dis que j'en serai privée à nouveau, autant en profiter pleinement. Et donc là, je suis dans quelque chose de complètement déraisonné. Je vais manger énormément et ça va entraîner une culpabilité, une honte, et je vais dire que je suis nulle, que je suis incapable, que je ne vais jamais y arriver, et ainsi de suite. Donc, la restriction cognitive, c'est quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts dans le comportement alimentaire et qui est, dans la plupart des cas, à l'origine des dysfonctions dans le rapport à l'alimentation. Alors, on revient un petit peu sur les compulsions alimentaires. Il faut savoir qu'il y a deux types de compulsions alimentaires. Il y a une compulsion alimentaire qui va être consciente. Par exemple, lorsque je rentre chez moi et que j'ai une journée éreintante parce que j'ai un patron qui me met une pression, qui me harcèle, et je suis dans un épuisement professionnel, donc je suis consciente que mon travail me prend la tête et que c'est compliqué. Là, je vais aller consciemment ouvrir le placard, prendre de quoi manger pour me réconforter, pour me faire du bien. Donc là, c'est la recherche d'émotions positives à des émotions ressenties qui sont négatives.
ou ressentis, pardon, qui sont négatifs. Et donc, là, je vais essayer de me faire plaisir, mais le souci, c'est que ça ne va pas résoudre mon problème de base, qui est mon problème au niveau du travail. Donc, c'est important, surtout quand on est conscient, d'aller résoudre le problème à la source. Voilà. Et de ne pas rester des mois et des mois, voire des années dans des situations où on sait que tel et tel facteur est source de stress, mais on va le maintenir dans notre vie comme ça. Non, surtout pas. Si on en est conscient, il faut essayer de travailler, essayer d'être accompagné, essayer de trouver des solutions, être centré, comme on dit, sur la solution plutôt que sur le problème ou sur des stratégies qui vont venir pallier un petit peu sur le court terme, nous faire du bien sur le court terme, mais finalement rien résoudre à la situation. Voilà. Toujours en ce qui concerne les compulsions alimentaires, on a aussi, et là c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus insidieux, des compulsions qui sont inconscientes, complètement inconscientes. Donc là pour le coup, en règle générale, ça se traduit comme voilà, tout va bien dans ma vie, j'ai aucun problème, ça va plutôt bien. Mais c'est drôle, à chaque fois que je rentre chez moi en fin de journée, j'ai cette envie de manger qui est pressante, qui est urgente, et je ne peux pas m'empêcher de manger en très grande quantité, de me faire plaisir et un petit peu d'être dans la fuite, dans l'évitement de quelque chose auquel je ne suis pas forcément conscient. Alors, savoir que si c'est le cas, essayez, bon déjà, pour être certain que ce soit une compulsion alimentaire et qu'on n'est pas simplement dans l'envie de manger émotionnelle, demandez-vous lorsque ça vous arrive, est-ce qu'il m'est possible d'être en mode dégustation, en mode où je prends une bouchée ou un carré de chocolat et ça va me faire du bien et je vais prendre le temps et ça va me suffire, ça va rétablir mon humeur, je vais me sentir très très bien et je vais passer à autre chose. Ou est-ce que je suis dans quelque chose de complètement irraisonné, pas contrôlable, de compulsif? Et en règle générale, ça va être aussi accompagné d'activités qui vont un petit peu court-circuiter le cerveau penseur. Donc, ça va m'empêcher de penser, ça va m'empêcher de réfléchir. Donc, je vais prendre mon plateau pour manger, je vais allumer la télé, je vais allumer la radio, je vais un petit peu court-circuiter mes cognitions pour anesthésier ma pensée et mes besoins, mes réels besoins du moment. Voilà, donc ça va être, c'est assez typique, hein, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, mais durant cet espace-là, on va un petit peu se déconnecter de l'instant présent et se faire du bien de cette façon. Là, si pour le coup, vous faites le test et que vous vous dites, moi, je ne peux pas manger en pleine conscience, c'est urgent, c'est limite, voilà, c'est une pulsion qui me prend de l'intérieur et si je ne le fais pas, ça va aller mal, c'est que vous êtes sûrement dans la compulsion alimentaire inconsciente. Et en l'occurrence, si c'est inconscient, non. Là, si vous avez fait l'effort, c'est que c'est revenu à la conscience et c'est très bien. Il va falloir se faire aider à tout prix pour aller chercher dans votre vie, dans votre histoire, ce qui vous amène à avoir ce type de besoin de ressenti. Ça peut être des besoins liés à des situations passées, soit liés à l'enfance, soit liés à des événements traumatiques, soit liés à une relation aux parents dysfonctionnelle ou problématique, avec un manque d'estime, de confiance, ou ça peut être lié à des problématiques complètement liées au moment présent et auxquelles on n'est pas du tout conscient. Ça peut être lié à nos études, à notre vie professionnelle ou à des contrariétés qu'on a eues dans l'instant présent, mais auxquelles on n'est pas vraiment conscient. Voilà. Donc, si c'est quelque chose qui est propre à votre comportement, faites le test et essayez voilà, de vous interroger. Le mieux étant quand même de se faire accompagner parce que bien souvent, quand on arrive à ce type de comportement alimentaire, on est un petit peu dans la tête dans le guidon, comme on dit, c'est-à-dire qu'on manque d'objectivité, on n'est pas du tout euh, justement ouvert à une prise de recul et consciente de ce qui se passe. Donc le professionnel qui va être expert dans le domaine va pouvoir justement vous aiguiller et vous apporter des solutions qui vont être adaptées. Alors, comment répondre aux compulsions? Donc ça,
ça va être, on va rentrer un petit peu dans les solutions. Il va y avoir un premier point où, bien sûr, il ne faut surtout pas lutter contre les envies de manger émotionnelles. Vous vous souvenez, l'envie de manger émotionnelle, c'est quelque chose de tout à fait adaptatif, de chercher du plaisir, du réconfort. Quand ça me prend, eh bien, je vais y répondre, je vais essayer de manger en pleine conscience, d'être dans un mode de dégustation et surtout pas, saboter le moment avec des pensées négatives qui vont venir un petit peu me culpabiliser en mode, «J'aurais pas dû manger ça, c'est n'importe quoi» et cetera. Si on est dans ça, on va rentrer dans la compulsion. Donc ne surtout pas lutter contre les envies de manger émotionnelles, ça c'est un premier point important. Ensuite, on a écouter son corps, ses ressentis, ses besoins. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à faire du tout et que la société dans laquelle on vit, nous y invite pas du tout non plus. On est plutôt dans le speed, dans des choses automatiques qu'on fait, voilà, sans vraiment, prêter attention à ces paramètres-là. Alors c'est important parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, s'il y a une émotion, s'il y a un ressenti, c'est qu'il y a un besoin sous-jacent derrière et que si ce besoin, n'est pas, comblé, eh bien forcément, ça va persister, il y aura un mal-être qui va persister. Donc je suis attentif à mes ressentis, j'écoute mon corps et mes besoins et en l'occurrence, si je sais qu'il y a des facteurs, des événements, qui précipitent ce comportement alimentaire, je vais m'arrêter dessus et je vais aller chercher des solutions concrètes. Je vais me confronter au problème plutôt que de l'éviter. Alors, on va manger bien sûr en prenant le temps de déguster en pleine conscience. En fait, quand je vous dis pleine conscience, c'est être conscient de ce qu'on mange en termes de couleur, de saveur, de température, de texture. En fait, c'est ce qu'on appelle en diététique les qualités organoleptiques. Voilà. En règle générale, on ne prête pas du tout attention à ça et qui plus est, soit on va être en train de discuter avec quelqu'un, soit on va être, en train de regarder la télé ou sur le téléphone ou ce genre de choses qui vont un petit peu accaparer notre attention et qui vont, nous décentrer de ce qu'on est en train de manger. Donc prendre le temps de déguster, d'être attentif à tous ces paramètres, ça va être un des moyens, de pallier à ces compulsions alimentaires. Voilà. S'autoriser bien sûr à consommer des aliments réconfortants, qui vont souvent être, dans les catégories d'aliments plutôt gras, sucrés. Voilà, comme je vous l'ai dit, si on s'interdit des choses, ça va générer de la frustration et tôt ou tard, ça va ressortir, de plus belle en compulsion. Donc il vaut mieux s'autoriser un ou 2 carrés de chocolat par-ci par-là de temps en temps, que de se l'interdire et finalement craquer, en prenant, 1 ou 2 tablettes d'un seul coup, parce que je suis dans quelque chose, de restrictif. Voilà. Ça, c'est, quelque chose aussi qu'il va falloir considérer. Ne pas avoir peur de prendre du poids ou culpabiliser. Ça, alors si on est dans la culture, diète, avec, le culte de la minceur, de l'image du corps et cetera, on va beaucoup, se mettre de pression concernant, le poids, l'apparence et il faut savoir que, chaque personne a ce qu'on appelle un poids d'équilibre. C'est un poids qui est physiologiquement adapté et qui, peut être en phase ou pas avec, les indicateurs d'IMC. L'IMC, c'est quelque chose qui est à part, mais ça peut être peut-être un petit peu au-dessus, en dessous, peu importe. Mais lorsqu'on est en phase avec ses besoins physiologiques, lorsqu'on écoute complètement son corps, eh bien, on arrive facilement à atteindre ce poids d'équilibre. Et là, il faut clairement faire confiance à sa physiologie et non pas se centrer sur des besoins ou des attentes qui sont peut-être pas du tout en accord avec notre métabolisme, notre physiologie. Voilà. Ensuite, donc apprendre à se centrer sur ces sensations alimentaires que sont la faim, le rassasiement, la satiété. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand je mange, est-ce que je mange parce que j'ai faim ou est-ce que j'ai enfin, faim physiologique ou est-ce que je mange parce que j'ai une faim émotionnelle? Déjà, apprenez à faire la distinction pour différencier les deux. Ensuite, et aussi, juste, excusez-moi, mais par rapport à la faim, bien souvent, surtout quand on travaille, on va manger
parce que c'est l'heure de manger et on ne va pas manger parce qu'on a faim. Et ça, il faut être attentif à ça, il faut essayer d'y pallier dans une certaine mesure, hein, dans la mesure du possible, mais pas manger pour manger, ça, c'est clairement pas bon parce qu'on est à côté de ses besoins et ça renforce justement un comportement, un rapport à l'alimentation qui n'est pas forcément adapté. Ensuite, le rassasiement. Le rassasiement, qu'on appelle aussi le rassasiement gustatif, c'est lorsqu'on est rassasié d'un aliment spécifique. J'ai une assiette, par exemple, je vais avoir 3 aliments différents et je vais être peut-être rassasié du premier aliment, donc ne plus du tout avoir envie de manger ce premier aliment parce que ça y est, j'ai eu ma dose. Et par contre, avoir encore envie ou avoir de la place pour manger les 2 autres. Donc, le rassasiement, c'est une forme de satiété spécifique à un aliment. Voilà. Et la satiété, c'est la non-faim, c'est l'absence de faim, c'est lorsque j'ai bien mangé et même si on me présente à nouveau des aliments que j'aime, que j'apprécie, je ne vais plus vouloir envie d'en manger. Donc là encore, soyez très attentifs à ces paramètres-là. Ne pas finir l'assiette pour la finir absolument. Si vous craignez de gaspiller, eh bien, conservez dans une boîte, faites en sorte de le manger plus tard, mais pas finir pour finir, manger pour manger, mais essayez d'être un minimum en phase avec vos réels besoins du moment. Voilà. Hop. Alors, il faut savoir que pour répondre à ça, il y a un concept qui s'appelle l'alimentation intuitive, qui consiste justement à se centrer davantage sur ses besoins physiologiques et qui a été mis en place par 2 diététiciennes américaines que sont Evelyn Tribole et Elise Rich. Elles sont là. Voilà. Et donc, ces diététiciennes, en fait, elles en avaient assez de voir à chaque fois leurs patients, au bout de 5 ans, plus ou moins, revenir, limite culpabilisant d'avoir repris du poids et se dire, voilà, nous, on sait tout, on a les programmes, mais on fait que d'avoir cet effet yo-yo sur le long terme. Et voilà, il n'y a pas de solution que de revenir à chaque fois. Et sûrement que vous devez connaître des personnes autour de vous qui sont tout le temps en régime, tout le temps. Alors, ils sont clairement pas tout le temps en régime, mais c'est juste qu'elles sont tellement en régime qu'on a un biais de perception, on a l'impression qu'elles le sont toute leur vie. Et si vraiment c'était bénéfique, il l'aurait fait qu'une fois et il aurait continué dans un rapport à l'alimentation adapté et il n'y aurait pas eu forcément de grosses fluctuations de poids. Voilà. Donc, elles ont développé une dizaine de principes. Donc, ce n'est pas du tout des règles, c'est juste des notions, des chemins de réflexion qu'elles proposent voilà, d'investir afin d'être plus en phase avec ses besoins, d'être plus à l'écoute de son corps et de ses ressentis. Je vais vous les mettre ici. On va hop, les développer. Alors, en premier, il y a le fait de rejeter la culture des diètes. Alors, la culture des diètes, elles entendent par là tout ce qui va être culte de la minceur, le fait d'être dans la privation, dans la restriction, dans le contrôle, parce que tous ces paramètres-là, vous l'aurez compris, c'est des paramètres qui sont aux antipodes de l'écoute de soi, de la bienveillance envers soi et qui vont faire primer justement le contrôle cognitif, le contrôle au niveau des pensées, sur le contrôle physiologique. Donc, si je mange, c'est parce que le programme me dit de manger. Et si je ne mange pas, c'est parce que le programme me dit de ne pas manger. Et non pas parce que mon corps a besoin ou n'a pas besoin de manger. Donc là, c'est quelque chose qui est très important. Et dans la culture des diètes, on retrouve aussi ce concept de restriction cognitive qui peut clairement conditionner notre comportement alimentaire et qui peut faire de gros dégâts sur notre rapport à l'alimentation. On a ensuite, en principe numéro 2, le fait d'honorer sa faim. Bien souvent, comme on est dans la restriction, dans la privation, on va manger en deçà de ses besoins. Et forcément, si je mange moins que ce dont j'ai besoin, je vais avoir faim.
Et sur le long terme, ça peut générer des compulsions, des envies de manger très, très importantes. Voilà. Donc, honorer sa faim, déjà faire de bons repas, des repas suffisamment comblés pour pouvoir ne pas avoir faim le reste de la journée. Ensuite, principe numéro 3, ça va être de faire la paix avec les aliments. Euh, voilà, les aliments, ce n'est pas nos ennemis, loin de là. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont un rapport tellement complexe à l'alimentation que lorsqu'elles sont invitées ou lorsqu'elles ont un buffet devant elles, elles ont une sensation très négative. Tout va être centré sur la nourriture et c'est limite comme si elles voyaient leurs ennemis devant elles et voilà, c'est une sorte de malaise. Alors, il faut vraiment travailler sur ce rapport-là et se réapproprier une image plus positive des aliments via des exercices de déconditionnement, de restructuration de la pensée, etc. On a aussi, pour le principe numéro 4, le fait d'arrêter de catégoriser les aliments entre bons ou mauvais. Il faut savoir que ce n'est pas aussi dichotomique dans l'alimentation et que tous les aliments sont bons tant que ça reste quelque chose voilà, d'adapté et de raisonnable. Voilà. Si on catégorise, mettons, c'est assez classique, hein, les aliments sucrés, et qu'on met une croix dessus et qu'on se dit que c'est tout ce qui est sucrerie, gourmandise, il ne faut surtout pas, bah là, pour le coup, même socialement parlant, c'est compliqué à chaque fois qu'il va y avoir des invitations, des occasions de manger du sucre. Je vais me mettre en retrait, je vais me sentir mal, je vais pointer du doigt le fait que ce n'est pas des bons aliments, etc. Donc, on essaye de se libérer de tout ça. Principe numéro 5, donc découvrir le plaisir de manger. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 fonctions dans le fait de manger et la notion de plaisir est indispensable, elle est centrale. Si je ne prends pas plaisir lorsque je mange, eh bien, il y a un problème dans mon rapport à l'alimentation. Il faut y faire attention. Alors, il faut être attentif, il va falloir faire en sorte que les goûts, les couleurs, la présentation soient agréables et que dans l'ensemble, ce soit plaisant. Voilà, parce qu'on mange quand même près de 3 fois plus ou moins par jour. C'est quelque chose qui est essentiel, vital. Et si je n'ai pas de plaisir à faire ça à chaque fois, ça risque d'être compliqué, même en termes d'humeur générale. C'est quelque chose qui va me plomber à chaque fois que je vais devoir m'y confronter plusieurs fois par jour. Principe numéro 6, on a le fait de considérer ces sensations de rassasiement. J'irai plus loin aussi de satiété, étant donné que souvent, quand on ne s'écoute pas, on n'est pas du tout attentif au fait qu'on ait suffisamment mangé ou qu'il reste encore un peu de place ou qu'on a encore envie de manger. On va être centré sur quelque chose de très cognitif, très rationnel, très pensé et déconnecté de nos sensations physiologiques. Donc, il va falloir se centrer à nouveau dessus. Pour ça, savoir qu'il y a des exercices spécifiques pour expérimenter la satiété, le rassasiement. C'est des notions qu'on semble maîtriser, mais en fait, quand on se met à faire ces exercices-là, on se rend compte que ce n'est pas si clair que ça en réalité et que bien souvent, on n'est pas vraiment à l'écoute de nos réelles sensations physiologiques. Principe numéro 7, l'idée étant donc de vivre ses émotions avec bienveillance. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, d'être dans l'acceptation des émotions, dans l'accueil de ce qui va ou de ce qui ne va pas, et dans la recherche du besoin qui en découle. Voilà. Si j'ai des émotions, je vais arrêter de les occulter, de les éviter, je vais les regarder en face et je vais regarder ce dont j'ai besoin pour essayer d'y répondre le plus possible. Principe numéro 8, donc respecter son corps. Il faut savoir que la plupart des personnes qui ont un rapport à l'alimentation complexe ont un rapport au corps aussi qui est très complexe, c'est-à-dire une image du corps qui est souvent euh, dévalorisée, avec une insatisfaction corporelle, avec des représentations de ce qu'est le corps idéal qui est souvent biaisé
par des images, soit des images liées aux médias, aux réseaux sociaux, soit liées à des croyances ou des concepts de ce qu'est le corps idéal, qui est parfois déconnecté de la réalité ou de notre propre physiologie. Donc, je respecte mon corps, je le respecte dans son métabolisme, dans sa physiologie, et je l'accepte tel quel. J'essaie d'avoir un regard bienveillant envers lui. Si vous avez un regard bienveillant envers votre corps, il sera plus à même aussi d'accepter que les autres vous acceptent tel que vous êtes, tout simplement. Principe numéro 9, ressentir les bienfaits de l'activité physique. Donc l'activité physique, le sport, c'est quelque chose, de toute façon vous l'aurez compris, au niveau de la santé physique, c'est quelque chose qui est indispensable, mais également au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Je prescris, en fait, je suggère très souvent aux personnes de faire un peu d'activité physique, ne serait-ce que de la marche, parce que ça va avoir cette faculté de nous aider à décharger les émotions, de nous aider à justement, à nous approprier aussi une image positive de notre corps, à nous mouvoir, à bouger et avoir une perception différente de notre corps, de notre capacité, et ainsi de suite. Et enfin, on a honoré sa santé et ses papilles gustatives. Le but étant de voir non pas l'alimentation comme un moyen de se récompenser ou de se punir, mais voir vraiment comme étant déjà un moyen d'être en bonne santé, de se faire plaisir et essayer d'être au maximum dans une relation bienveillante avec l'alimentation. Voilà. Alors, ces pistes-là, ces principes, ils paraissent anodins comme ça, mais c'est un réel cheminement. On n'est pas obligé de commencer par le numéro 1, le 2, ou, enfin voilà, il y a pas d'ordre, mais il y a des personnes voilà, qui mettent des années à accomplir, à adhérer pleinement au principe, à finalement respecter pleinement leur corps, par exemple, ou à faire pleinement la paix avec l'alimentation. C'est un réel cheminement qui nécessite un travail sur soi, un accompagnement et une prise de conscience aussi de ce qui nous lie à l'alimentation. Voilà. Alors, je vais vous proposer maintenant des pistes psychothérapeutiques pour ce qui est de la prise en charge des compulsions alimentaires ou de manière générale d'un rapport à l'alimentation qui ne soit pas serein, pas adapté. Alors, on va avoir les thérapies cognitives et comportementales qui consistent justement à travailler au niveau cognitif, au niveau des pensées, sur tout ce qu'on peut avoir comme fausses croyances, comme conditionnement aussi inadapté depuis l'enfance ou au cours de notre vie, et qui va venir renforcer ou la restriction cognitive, ou le comportement inadapté, ou le fait que lorsque, par exemple, j'ai un problème systématiquement, je vais m'orienter vers, vers l'alimentation, ou voilà. Donc, au niveau cognitif, mais également comportemental, on va essayer de travailler sur ces deux axes pour pouvoir solutionner. Et il y a donc la thérapie cognitive, donc c'est la première vague, comportementale, deuxième vague. Il y a une troisième vague qui consiste, tout ce qui est émotionnel. Là, en l'occurrence, ça va être davantage des outils comme la pleine conscience, comme la gestion émotionnelle, qui vont être utilisés pour essayer de se reconnecter à ses besoins, à ses ressentis et à ce qui se passe en nous. Voilà. On a également la thérapie ACT, donc thérapie d'acceptation et d'engagement. L'idée étant, dans les grandes lignes, bien sûr, d'accepter ce qui se passe en moi, ce qui se passe à l'extérieur de moi, et d'adopter des actions, euh, prendre des décisions aussi qui va m'engager dans ce qui est important pour moi, dans ce qui va me faire du bien, dans ce qui va être dans la résolution de la problématique plutôt que dans l'évitement. Voilà. On va également avoir les courants de psychogénéalogie. Savoir que, comme je vous le disais, le comportement alimentaire, il y a une composante culturelle, une composante aussi qui est très liée
à, à l'éducation, à la maman, et donc voir dans quelle mesure mon héritage psychique, donc ce que j'ai hérité de mes parents, de mes grands-parents, de ma famille, dans quelle mesure cet héritage-là impacte aujourd'hui mon comportement alimentaire. Voilà. On sait que, par exemple, dans certaines cultures, pour être perçu en bonne santé, il faut bien manger. Et dans d'autres, au contraire, il ne faut pas être trop en surpoids parce que ça passerait moins bien. Voilà, donc tout ça, c'est une composante culturelle et familiale qui va, pour certaines personnes, peser très lourde et qui va impacter considérablement le comportement alimentaire. Voilà. Et donc, on a également la thérapie des schémas. La thérapie des schémas, donc, qui stipule qu'il y a 18 schémas de fonctionnement et que ces schémas-là vont se mettre en place. Ils disent que ce sont des schémas précoces inadaptés dans nos premières expériences quand on est tout petit, nourrisson, mais également enfant. Ce sont des schémas qui vont être en réponse à des situations sur lesquels il y a eu des problématiques. Et donc, on va, pour se protéger, pour s'adapter à la situation, développer un certain nombre de fonctionnements. Je vous donne un exemple de schéma précoce inadapté. Ça va être, par exemple, un schéma de dépendance, voilà, de dépendance affective, ou un schéma d'abandon ou de rejet. Voilà, ou bien ça peut être aussi un schéma de méfiance. Et vous l'aurez compris, si j'agis avec un schéma de dépendance, de rejet ou de méfiance, dans, mes, dans mon quotidien, en fait, je vais adopter un ensemble de pensées et de comportements qui ne vont pas toujours être très adaptés et qui vont m'orienter vers des comportements qui vont soit faire que je vais être inhibée émotionnellement, que je ne vais pas répondre à mes besoins, que je vais réagir de sorte à ce que ça renforce le problème plutôt que ça le résout. Voilà. Donc ça, c'est des pistes thérapeutiques. Elles ne sont pas du tout exhaustives. Il y a plein d'autres courants thérapeutiques. Là, je vous ai mis celles que je peux utiliser, moi, en séance. Maintenant, il y en a plein d'autres. Peut-être que si là, il y a des collègues psychologues qui écoutent, elles vont peut-être proposer d'autres approches. Il n'y a pas d'approche qui soit mieux qu'une autre. C'est juste l'idée étant d'être à l'aise avec l'approche qu'on vous propose et de travailler sur ces points-là de manière générale, que sont la gestion émotionnelle, l'estime de soi, la confiance en soi, le rapport au corps, mais aussi à l'alimentation de manière générale.